Donc il y a une définition, hein, mais bon, ça ressemble aux insomnies de l'adulte. Hein. Ça correspond à des anomalies répétées de l'installation du sommeil, c'est-à-dire de l'endormissement, de la continuité du sommeil, ça veut dire que le sommeil est interrompu par des éveils, de la durée, sommeil trop court, hein, et de la continuité ou de la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, c'est quand c'est interrompu par des tas de micro-réveils. Donc ça, c'est la définition des insomnies du jeune enfant. Alors, chez le jeune enfant, on ne peut pas dissocier l'insomnie des troubles de l'installation du rythme jour-nuit. Parce que dès qu'il y a des troubles de l'installation du rythme jour-nuit, il y a une insomnie. Alors que chez l'adolescent, chez l'adulte, on peut avoir un trouble du rythme circadien, s'endormir très tard, se réveiller très tard et bien dormir. Chez l'enfant, dès qu'il y a un décalage du sommeil, il y a un mauvais sommeil. Donc on ne dissocie pas les insomnies des troubles du rythme jour-nuit, c'est-à-dire des rythmes circadiens. Donc ces deux entités, ça va se traduire par des difficultés d'endormissement, des éveils nocturnes, soit un éveil anormalement précoce parce qu'il y a un sommeil trop court, ou un sommeil anormalement tardif, ou alors pratiquement des rythmes veille-sommeil complètement désorganisés, complètement chaotiques et certaines fois, et même assez souvent, par une véritable inversion du rythme jour-nuit, l'enfant dormant dans la journée et étant réveillé la nuit. Donc, pour vous donner un petit peu des chiffres en Europe, ou dans les pays occidentaux, il y a 25 à 40% des enfants de moins 5 ans qui ont eu des difficultés de sommeil pendant plus de 3 mois. Ce qui est un petit peu la définition de l'insomnie, il faut que ça dure quand même plus de 3 mois, plus de 3 jours par semaine. 70 à 80% d'entre elles sont liées à une cause environnementale, c'est-à-dire des mauvaises habitudes d'endormissement, un syndrome de prise alimentaire nocturne, je bien que ça c'est important, une mauvaise hygiène de sommeil, c'est-à-dire des rythmes veille-sommeil irréguliers, des siestes trop longues dans la journée. Les enfants mauvais dormeurs dorment en moyenne 1 heure de moins que les bons dormeurs, et les enfants couchés après 21 heures, on retrouve toujours cette bande de 21 heures, dorment en moyenne pour les nourrissons un peu plus d'1 heure de moins, et pour les enfants 48 minutes en moyenne de moins que ceux qui sont couchés avant 21 heures. Alors, donc l'insomnie, elle a une origine comportementale, environnementale dans 70 à 80% des cas. Et chez l'enfant de moins de 5 ans, il y a 5 circonstances qui entraînent des difficultés de sommeil et des difficultés d'endormissement et des éveils nocturnes. C'est le conditionnement anormal à l'endormissement. On va reprendre sur cette notion, c'est l'enfant qui est incapable de s'endormir seul. Déjà, il faut bien dire qu'on ne parle pas d'insomnie avant 6 mois, des véritables insomnies. On parlera des éveils de l'enfant de moins de 6 mois. Donc c'est l'enfant incapable de s'endormir seul, c'est le syndrome de prise alimentaire, c'est l'enfant qui continue à être alimenté la nuit, ou alimenté pour s'endormir après 6 mois, c'est l'absence de limite, et ça c'est une notion qui est très importante, c'est l'excès de stimulation, des jeux trop violents le soir, où on est toujours en train de stimuler le bébé de façon anormale, et c'est le coucher après 21 heures. Alors, le conditionnement anormal à l'endormissement, c'est l'enfant qui est incapable de s'endormir seul après 6 mois, sans être bercé, sans avoir un biberon dans la bouche, qui s'endort au sein
qui s'endort devant la télévision, puis après on recouche dans son lit, qui s'endort en voiture dont on fait le tour du pâté de maison pour chercher à l'endormir, ou dans la poussette qu'on roule dans l'appartement pour l'endormir, hein, et qui s'endort dans le lit des parents et qu'après on met dans son propre lit. Hein, donc c'est vous, vous endormez chez vous, vous vous trouvez dans une chambre d'hôtel. Pour l'enfant qui s'endort dans le lit des parents, c'est exactement pareil. Quand il se réveille la nuit, il ne connaît pas l'endroit où il est couché et c'est la panique. C'est le syndrome de prise alimentaire nocturne, hein, c'est-à-dire que c'est l'enfant, hein, qui va prendre après 6 mois plus de 200 grammes, hein, entre l'endormissement et avant le réveil du lendemain matin. Et ça déjà, on pense qu'il y a un excès, hein, de prise alimentaire. Il y a déjà un syndrome de prise alimentaire nocturne. Hein, c'est du lot, du lait, hein, c'est une consommation excessive. Donc tout ça, ça va entraîner une distension de la vessie. Bon, cette distension de la vessie, elle va entraîner des éveils. Hein, et bon, l'enfant ne sachant pas s'endormir sans avoir un biberon dans la bouche, on va lui redonner un biberon, hein, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il va se retrouver avec 4 biberons de 200 ml entre minuit et 5 heures du matin, et qui ne mangera pas du tout dans la journée, parce qu'il va y avoir, hein, ces enfants qui mangent la nuit et qui dans la journée mangent peu. Il y a un dysfonctionnement du cycle de la faim et de la soif. Et il faut savoir qu'un nourrisson en bonne santé de plus de 6 mois, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire aux mamans, n'a plus besoin d'être alimenté la nuit. Hein? Il n'y a que les petits poignets de sens, il y a certains enfants qui ont des difficultés alimentaires, donc cela c'est l'exception. Mais un enfant normal n'a pas besoin d'être alimenté la nuit après l'âge de 6 mois. Alors là, vous avez Julia qui a 2 ans et demi, qui à 2 ans et demi est encore un allaitement maternel à l'endormissement, qui dort dans le lit de ses parents, c'est une enfant tout à fait normale, hein, et qui a une absence de limite, et qui a des parents qui sont couche tard, lève tard. Hein, c'est une enfant tout à fait dégourdie, qui a absolument aucun problème, au contraire, hein, qui mène la famille par le bout du nez. Hein. Et donc vous voyez que cet enfant, on verra son agenda plus tard, elle s'endort à 22 heures, elle s'endort à minuit, elle s'endort quelquefois le week-end à peu près à 1 heure, à minuit et demi. Enfin vous voyez, ces heures d'endormissement, là c'est 20 heures, hein, à 2 ans et demi. Et vous voyez que donc du coup, elle se réveille, elle a un décalage comme l'adolescent, c'est fréquent chez le jeune enfant. Là, elle se réveille à 11 h, là à 11h30, donc vous voyez, hein, ces rythmes de lever complètement irréguliers, et là c'est 8 h. Et vous voyez que du coup, comme elle se lève tard, elle a des siestes qui sont d'abord assez longues, hein, 2 heures, 3 heures, et qui sont très très tardives. Hein? Elle dort de 16 heures à 20 heures, donc le soir elle est incapable de s'endormir seule. Et puis elle est incapable, ça c'est pour vous montrer l'importance de l'agenda de sommeil, elle est absolument incapable de s'endormir sans être alimentée au sein. Hein? Donc là, ça c'est, elle s'endort. Elle est alimentée au sein, elle s'endort après. Donc là, ça ne se passe pas trop mal. Là, il y a un éveil nocturne, là aussi. Hein, mais là, en fin de semaine, après un décalage plus important, vous voyez qu'elle a plus d'éveil et dans la nuit, elle reprend le sein. Hein, donc vous verrez après l'évolution de cet enfant, hein, quand on a pris en charge au point de vue comportemental de ses difficultés de sommeil. Donc elle a à la fois un conditionnement à l'endormissement, elle ne s'endort pas seule, elle s'endort dans le lit des parents, et en plus, elle a un retard de phase, et puis des siestes qui sont complètement mal placées, et on verra comment il faut faire pour remettre tout ça en place. Mais vous voyez l'intérêt, l'agenda de sommeil, c'est absolument, quand on prend en charge une insomnie du jeune enfant, c'est absolument indispensable.
hein, parce que les parents, ils vous disent qu'ils ne dorment pas, hein, ils dorment, mais ils ne dorment pas en même temps que les parents, enfin, etc. Et puis, il faut savoir que dans le syndrome de crise alimentaire, hein, il y a une relation entre alimentation nocturne et carie dentaire. Ça, c'est une notion qui est importante. Et puis, on sait que dans les familles où il y a des allergies, hein, que la prise d'un biberon de lait couché avant de dormir dans la première année chez les enfants de parents atopiques favorise la survenue d'asthme à 5 ans. Hein, probablement par une inhalation de petites particules de lait. Hein, donc il y a une relation entre un biberon pris couché et risque d'asthme à 5 ans dans les familles où il y a des allergies. Alors, donc, devant tout enfant, tout petit enfant, là on parle du jeune enfant, qui a une insomnie, il faut faire une enquête sur l'alimentation de l'enfant. Bon, il y a déjà les erreurs diététiques. Bon, parfois, l'allaitement maternel exclusif après 6-12 mois, et ça on voit très bien, la courbe de poids elle casse. Hein, et là, il faut bien commencer à diversifier parce que l'enfant n'est pas suffisamment alimenté. Il y a les volumes alimentaires insuffisants, mais surtout, souvent, il y a les volumes alimentaires excessifs, les trop gros biberons. Et à ce moment-là, ça peut entraîner un reflux gastro-œsophagien qui va perturber le sommeil. Il y a surtout, là, nous, chez nous, on le voit de plus en plus, l'apport insuffisant en lipides. C'est-à-dire que les mamans donnent des laits demi-écrémés, des beurres allégés, et il faut que la ration du nouveau-né fasse plus de 40% en lipides. Donc ça, c'est une notion qui est importante, et on voit vraiment des carences importantes. Et là, bon, il y a aussi la consommation excessive de protéines sous forme de céréales, qu'on donne beaucoup trop tôt, de toute façon, pour le biberon, lui, de céréales, pour que l'enfant dorme mieux, ou le sucre, l'excès de sucre qui entraîne la soif, qui va entraîner une polyacrylurie et qui va entraîner réveiller l'enfant. Et puis de plus en plus, chez les très jeunes enfants, on voit des enfants qui boivent des boissons stimulantes, du coca, bien sûr, mais aussi des boissons théinées. Et puis de plus en plus en France, on voit des déficits en fer, des déficits en protéines, du fait de lait non adaptés, où les mères donnent des laits d'amande, hein, des laits qui ne contiennent pas de graisse, et qui c'est une catastrophe. Et ce qu'on ne voyait plus du tout en France, des enfants complètement carencés, hein, en grande dénutrition à cause de ces régimes. Et ça va augmenter parce que en France, de plus en plus, on a des régimes chez les adultes complètement aberrants, véganes, etc. Hein? Alors, là, il y a une relation, effectivement, entre sommeil et allaitement maternel, mais il faut bien faire la part du nutritionnel, du comportemental, hein, de l'environnemental. Et dans cette étude de 4427 enfants, où il y avait des prématurés et des enfants nés à terme, c'est une étude allemande, le seul facteur prédictif pour les éveils nocturnes à 5 mois était la présence d'un allaitement maternel. Ouais. Alors pourquoi? Parce que les enfants nourris au sein, en arrière, nourris au sein, vont réveiller leur mère plus souvent et un peu plus longtemps parce que la vidange gastrique est plus rapide. Hein, et peut-être, bon, il y a eu des études entre biberon et allaitement au sein. Effectivement, les enfants nourris au biberon se réveillent moins longtemps que les enfants nourris au sein. C'est une équipe belge qui a fait ça. Mais on peut dire aussi que les mères allaitantes répondent plus rapidement aux pleurs et que le risque de réponse systématique aux pleurs du bébé et qu'il y a une confusion entre nourrissage, l'enfant qui a besoin d'être nourri, et l'enfant qui a besoin d'être apaisé, d'être pris dans les bras, mais pas forcément
d'être nourri. Donc il y a vraiment un lien entre apaisement de l'enfant, on le nourrit pour l'apaiser, hein, alors qu'on pourrait parler avec lui, etc. Il y a des difficultés aussi d'interposition d'une tierce personne entre le bébé et sa maman. Mais lorsque les éveils nocturnes persistent après 6 mois, ils sont plus probablement liés à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire le conditionnement à l'endormissement. L'enfant ne sait pas s'endormir sans être nourri au sein, sans être allaité. Et puis, il y a aussi les mamans qui nourrissent ont peut-être un petit peu plus de difficultés de séparation, parce que c'est souvent pas l'enfant qui a des difficultés de séparation, mais les mamans, hein, les parents, hein, parce qu'ils sont inquiets, parce que, etc. Et puis là, actuellement, pour nous, il y a quand même le lit partagé. Hein, quand on partage le lit, à partir de quel moment on rend un petit peu son indépendance à l'enfant. Hein, donc ça, c'est des problèmes aussi, mais dont on reparlera. Vous pouvez m'interrompre, hein, sans problème. Donc, il y a quelquefois, l'enfant a bien dormi pendant plusieurs mois, et souvent vers l'âge de 3 mois, quand les mères en consultation de sommeil, elles viennent, elles disent, mais entre 3 et 6 mois, ou entre 3 et 9 mois, il a très bien dormi. Et puis de nouveau, il se met à se réveiller la nuit, avoir des difficultés d'endormissement. C'est sûr que vers 3 mois, il y a souvent un sommeil un petit peu plus profond, hein, et les enfants dorment bien, mais ce qui ne veut pas dire que parce qu'il dort bien à 3 mois, il va dormir tout le temps. Hein. Donc il y a certaines circonstances qui favorisent transitoirement chez tout enfant un mauvais sommeil. C'est la reprise du travail de la mère, ça c'est sûr, pendant quelques jours, hein, ça bataille un petit peu. Il y a l'apprentissage de la marche et de la propreté. C'est des étapes importantes et l'enfant est un petit peu excité et bon, il peut très bien mal dormir pendant quelques jours. C'est bien sûr la naissance d'un autre enfant, ça c'est classique. C'est l'entrée en crèche, en maternelle, hein, donc là ils peuvent très bien mal dormir pendant quelques jours. Puis après on peut rentrer dans le conditionnement. Ils dorment mal, ils s'endorment mal, on les endort, on leur donne un biberon et puis voilà, on rentre de nouveau dans un cercle vicieux. Il y a le séjour chez les grands-parents, mais le séjour chez les grands-parents, souvent les mères me disaient « Ah, ma belle-mère me dit que chez elle, il dort bien. » Elle veut dire, elle me raconte n'importe quoi. Et moi, je suis obligée de leur dire « Mais non, hein, parce que les relations parents-enfants, c'est pas pareil que les relations grands-parents-enfants. Hein, et on fait plus rager ses parents que ses grands-parents. Hein, mais là, en tous les cas, le retour, les enfants font payer le retour aux parents. Hein, ça, le séjour des grands-parents, ils le font payer. Hein. Il y a le mode de garde trop multiple. Il y a des enfants qui sont gardés par les grands-parents maternels, puis les grands-parents paternels, et puis ils vont en crèche. Et puis après, ils vont chez une assistante maternelle. Ils n'ont aucun repère temporel, et ça, c'est un facteur de mauvais sommeil. Hein. Et puis, bien sûr, il y a toutes les pathologies transitoires, surtout si elle entraînait une hospitalisation. Un enfant qui a une maladie infectieuse, il va beaucoup dormir, il va avoir moins de différence entre le jour et la nuit. Et si on ne redonne pas de donneur de temps après la maladie, eh bien, il va continuer à mal dormir. C'est pour ça l'importance des donneurs de temps, c'est très très important. Et puis, il y a beaucoup d'enfants, un petit peu plus grands, qui démarrent leur difficulté de sommeil après une peur. Hein, donc là-dedans, il y a l'orage, il y a l'incendie, hein, on a vu un incendie, il y a le déménagement, mais il y a aussi en France le Père Noël. Le Père Noël, les vacances de Noël, c'est absolument catastrophique. Hein, il y a des enfants qui ont peur du Père Noël et bon, donc à ce moment-là, avec les grandes difficultés des vacances de Noël, on fait n'importe quoi, on se couche tard, enfin, on fait n'importe quoi, ben, ils rentrent dans l'insomnie. Et puis, il y a les insomnies du jeune enfant, elles sont plus fréquentes
chez les parents qui sont fragilisés par les circonstances qui leur entouraient la grossesse et la naissance. C'est-à-dire qu'il y a ensuite beaucoup, c'est le décès, maladie d'un proche, en particulier le décès du grand-père maternel, qui va entraîner plus ou moins une dépression larvée chez la mère et qui va s'accompagner par des difficultés de sommeil dans la période postnatale. Il y a les antécédents d'interruption de grossesse. Il y a la grossesse difficile, l'accouchement long, douloureux. Tout ça, ça entraîne une anxiété très très importante. Il y a les séparations et l'hospitalisation à la naissance. Donc ça, c'est très pourvoyeur de difficultés de sommeil. Et il y a bien sûr l'anxiété et la dépression maternelle. Et là, en France, c'est 10 à 15% des mères qui font une dépression du postpartum. Et il faut bien essayer de voir si ces mères ne sont pas déprimées. Et puis, il y a aussi des parents fragilisés par leur propre histoire. C'est la mère qui est complètement isolée. Le père n'est pas forcément absent, mais il ne s'occupe pas du tout des enfants. Donc ça, c'est un problème. Il y a bien sûr les tensions dans la famille, les divorces, il y a les parents qui sont anormalement anxieux, et moi je dirais c'est plus les parents qui ont des difficultés de séparation que les enfants. De toute façon, quand vous avez un parent anxieux, l'enfant est anxieux. Il n'y a jamais d'anxiété, sauf certaines anxiétés pathologiques qui sont isolées. C'est toujours un problème environnemental. Et puis, il y a les parents qui ont beaucoup de soucis, d'argent, professionnel, de garde. Et puis, de plus en plus, il y a l'importance des non-dits. Et moi, cette importance des non-dits, c'est important à l'âge du téléphone portable. Parce que les mères sont toujours, en France en particulier, d'ailleurs il y a des répercussions sur l'interaction mère-enfant, déjà, elles sont sur leur téléphone portable, la grand-mère est malade, le grand-père est malade, on en parle, mais on n'en parle pas à l'enfant. Et l'enfant sait qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, et on ne lui dit pas. Alors je ne dis pas qu'il faut rentrer dans les détails et dire, bon, ton grand-père a un cancer, il a plus de 3 mois à vivre, enfin, etc. Non, mais il faut dire que le grand-père est malade, qu'on est inquiet, qu'on ne sait pas, que bon, on est peut-être un petit peu plus tendu, etc. Mais il faut expliquer avec des mots simples à l'enfant pour mettre à plat les choses. Et l'importance des non-dits, c'est quelque chose qui est important. Il y a des questions? Non? Les psychiatres? Alors, il y a l'enfant. L'enfant. Il y a des enfants qui sont anormalement anxieux, mais ce n'est pas le plus fréquent. Il y a l'enfant fusionnel. L'enfant fusionnel, on le reconnaît tout de suite. Dans la journée, il suit sa mère, elle ne peut pas aller au WC, elle ne peut pas téléphoner sans qu'il soit assez basse, sans qu'il grogne, sans qu'il pleure, parce qu'elle ne s'occupe pas de lui. Bon. Mais qui sont incapables de séparer, de supporter la séparation dans la journée. Et chez ces enfants-là, il faut travailler d'abord sur la séparation dans la journée avant de travailler sur la séparation dans la nuit. Alors vous, comment vos enfants, ils sont où dans la journée? Est-ce qu'ils ont des parcs? Parce qu'en France, ça a disparu, un grand parc. Chez nous, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Alors les enfants, ils sont on part certainement. Entre 4 murs. Entre 4 murs. Soit chez les grands-parents, soit chez la nourrice, soit dans les crèches. Oui, non, mais dans la journée, quand ils sont avec les parents, ils sont où? Entre 4 murs. Entre 4 murs. Donc, à ce moment-là, la mère est tout le temps derrière, pour faire attention qu'ils ne se dégringolent pas la télévision sur le coin de la figure, etc. Mais ça, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faudrait que les enfants aient quand même un endroit sécurisé, où peu à peu, la mère vient faire coucou, il joue de façon indépendante. Il a 9 mois, il est assis, il est dans son parc, il joue avec ses jouets, et puis sa mère vient le voir,
elle n'est pas tout le temps à côté de lui, de façon à ce qu'il ne fasse pas une connerie, hein, qu'il n'aille pas toucher les prises, etc. Et puis, bon, pour les enfants fusionnels, c'est hein, et puis elle peut sortir, hein, aller dans la cuisine sans l'avoir contre elle parce qu'elle ne l'a pas sous les yeux. Quand vous dites le parc, c'est le parc, le parc. Mal entendu. Oui, c'est les jardins, les parcs de jardin. Jardin. Non, le parc. Ah, le avant, on avait des enfants où c'était similaire les jeux, hein, où l'enfant ne pouvait pas sortir, et où on mettait les jouets et où jouait. L'inconvénient de ça, c'est qu'ils étaient petits. Hein. Comment? Jusqu'à 18 mois. Jusqu'à 18 mois, oui. Mais ça, c'est bien jusqu'à 18 mois. Hein? Voilà, et puis là, ils se mettaient debout, ils commençaient à faire le cinéma, etc. Mais nous, maintenant, ça n'existe plus. Hein, il n'y a plus de parc comme ça. Donc, les mères sont, elles sont inquiètes. Elles l'ont tout le temps sous les yeux, elles ne les quittent pas des yeux, l'enfant aussi. Hein, et quand il y a un enfant qui est fusionnel tout le temps, c'est important pour faire une séparation progressive avec l'enfant. Un endroit où l'enfant est en sécurité et où la mère peut aller un petit peu, revenir, lui dire bonjour. Hein, quand il appelle, elle vient, elle dit je suis là, et puis elle repart, et puis elle revient, enfin, etc. Hein, pour apprendre la séparation. Alors, il y a beaucoup, en France en tous les cas, mais ici aussi, je pense, hein, d'enfants rois, tout puissants et sans limite. Ça, c'est la cause la plus fréquente. Hein, c'est Julia, hein, qui dort dans le lit de ses parents, hein, qui les fait marcher sans cesse, etc. Et puis, il y a l'enfant trop stimulé. Hein, où on joue trop tard le soir, on rentre du travail, on fait des jeux violents, etc. Hein, on stimule trop l'enfant, en particulier le soir. Et il est important que le coucher doit être précédé par une période sans stimulation excessive, dans un environnement peu éclairé, calme et confortable, et bien sûr sans écran, parce que l'abus d'écran, ça débute très très tôt. Et là, actuellement en France, il y a des études, mais elles ne sont pas encore tout à fait, hein, où on dit que, bon, il y a vraiment chez l'enfant très jeune, hein, où on dit que les enfants commencent à scroller avant de parler, hein, ils savent scroller avant de parler, où ils sont absolument addicts aux écrans, hein, en particulier aux tablettes, et où vous n'avez pas, ce n'est pas des autistes, mais des comportements complètement autistiques. Hein, et il n'y a que les écrans, ils sont vraiment addicts aux écrans très très jeunes, hein, en moins de 3 ans, et ça pose quand même beaucoup de problèmes chez l'enfant jeune. Et puis vous le voyez quand vous circulez, hein, vous voyez des enfants qui sont... Hein, moi je me souviens d'être allée dans la même journée, d'avoir une petite fille qui... Sa mère était bien sûr au téléphone, elle avait 2 ans et demi, et elle avait une carte de transport, et puis elle faisait comme ça. Elle faisait comme ça, puis de temps en temps elle faisait comme ça, puis elle faisait comme ça, elle ne regardait pas autour d'elle, rien du tout. Et puis ce même jour, je vais au supermarché, c'était le temps des cerises, et j'ai vu une petite fille de 2 ans et demi qui était gardée par sa grand-mère, et qui était sur la pointe des pieds, elle avait les 2 mains dans les cerises, et puis elle mordait les cerises comme ça. J'ai trouvé que celle-là, elle allait bien mieux que l'autre. Voilà. Donc il faut aussi, donc on a vu 80% des cas, c'est une cause environnementale. Hein. Absence de donneur de temps, des rythmes complètement irréguliers, un enfant qui ne sait pas s'endormir tout seul, etc., après 6 mois. Et puis, bon, il faut quand même repérer certains problèmes. Hein, et en particulier, qu'est-ce qui va orienter vers une étiologie médicale, puisqu'il y a 20 à 30% de ces insomnies qui ont une cause médicale. Donc, il faut toujours rechercher la présence d'un ronflement sonore, hein, qui va évoquer le syndrome d'apnée du sommeil dont on parlera,
la présence de troubles alimentaires et de régurgitation anormale, en particulier de régurgitation anormale, qui va évoquer chez les enfants de moins de 1 an un reflux gastro-œsophagien, la présence d'infections respiratoires fréquentes qui va aussi orienter vers des grosses amygdales, des grosses végétations. Il faut toujours regarder la courbe staturopondérale, en particulier si ce n'est pas forcément un enfant qui a un retard staturopondéral, mais c'est un enfant qui à un moment donné casse sa courbe pondérale, et ça c'est important de faire de suivre le poids et la taille régulièrement, hein, et de plus en plus, bon, pour le problème d'apnée du sommeil, c'est chez les enfants plus grands dont on parlera, c'est le problème de l'obésité. Hein. Il y a un lien très étroit chez l'enfant comme chez l'adulte entre obésité et syndrome d'apnée du sommeil. Il faut savoir, parce que généralement, quand il y a un conditionnement à l'endormissement, quand il dort, l'enfant, il dort, il est calme. Hein. Mais il faut essayer de repérer, comme facteur de risque de troubles médicaux, c'est quand le sommeil est agité entre les éveils, quand il y a des éveils de première partie nuit, quand les éveils sont longs, plus de 15 minutes, et quand le temps de sommeil est diminué de plus de 2 heures par rapport à la moyenne. Et puis, il faut repérer les signes de privation de sommeil, c'est l'agitation, hein, c'est les troubles du comportement, c'est la fatigue, et c'est un enfant qui va s'endormir, hein, quand il dort n'importe où, n'importe quand. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Ben, dans la première année, c'est le reflux gastro-œsophagien avec l'œsophagite. Hein, c'est l'enfant qui, quand il avale ses biberons, et bien, il pleure, hein, et puis qui va régurgiter vraiment de façon complètement pathologique. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien repérer, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache. Et l'allergie aux protéines du lait de vache, c'est pas l'intolérance, hein, c'est l'allergie, ça donne des grandes insomnies. L'enfant, il va dormir 4-5 heures par nuit, hein, pas plus. Il va transpirer, il va avoir de l'eczéma, il a généralement des parents qui sont allergiques, il a de la diarrhée, hein, et il ne grossit pas. Hein, donc ça, il faut bien suspecter l'allergie aux protéines de la vache, et à ce moment-là, l'éviction, hein, c'est que l'éviction qui permettra à l'enfant de récupérer un bon sommeil. Ça, c'est dans les formes non hygiémédiées. Voilà. Hein. Et puis, bon, quelquefois, moi je me souviens d'un enfant que j'avais suivi. Bon, on avait mis en route un régime d'exclusion des protéines du lait de vache. Et à ce moment-là, un jour, il avait léché sa bavette où il y avait eu ce gratin. Et ça avait déclenché de nouveau une grande insomnie. Donc c'est vraiment très... Bon, il y a bien sûr les affections chroniques. L'enfant asthmatique, il dort mal. Hein, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. L'enfant qui a bien sûr un eczéma, l'enfant qui se gratte, l'enfant qui a un diabète, hein, que ce soit insulinodépendant ou insipide, il a une polachyurie, il dort très mal. Hein. Il y a les syndromes douloureux, le titre chronique, il y a les hernies inguinales, mais ça c'est beaucoup plus rare chez nous. Hein. Et puis il y a les douleurs dentaires, mais les douleurs dentaires, ça donne des insomnies transitoires. Et à ce moment-là, on peut, au moment des premières dents, plonger dans les somnies chroniques. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument que l'enfant dorme, donc on l'endort, hein, et on rentre dans le conditionnement anormal à l'endormissement. Bien sûr, il y a les troubles respiratoires, mais ça, on parlera du syndrome d'apnée, des rhinites obstructives. Hein. Et puis, bon, il y a les médications psychostimulantes, et en particulier les corticoïdes. Vous connaissez tous le problème de l'enfant à qui on donne du Célestin, hein, parce qu'il a une otite ou parce qu'il a je ne sais pas quoi, hein, et il lui pète les plombs pendant 4 jours. Il ne dort pas, hein, il peut avoir vraiment une insomnie très très importante, hein, pendant quelques jours à cause des corticoïdes.
Il y a les glutaminitiques aussi, il y a la théophiline, il y a la ritaline. Et la ritaline, on est toujours chez l'enfant hyperactif contre l'insomnie et le traitement de l'hyperactivité. Le syndrome des jambes sans repos, ça se voit chez l'enfant plus grand et en particulier chez l'enfant qui a, devinez quoi, qui a un syndrome des jambes sans repos. C'est l'enfant. Déficit en fer. Oui. Carence martiale. Il y a la carence martiale, mais il ne faut pas confondre douleur de croissance et syndrome des jambes sans repos, mais il y a le syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention. C'est le même spectre. C'est le même spectre, et le TADA, voilà, et ils ont des syndromes des jambes sans repos et ils ont des déficits en ferritine, et à ce moment-là, mais on va reparler sur le syndrome de l'enfant avec des troubles du sommeil de l'enfant avec hyperactivité, parce qu'ils ont aussi plus fréquemment des hypersomnies et plus fréquemment des syndromes d'apnée du sommeil que les autres enfants. Et puis, il y a bien sûr tous les troubles psychologiques, pathologiques, c'est l'anxiété pathologique, c'est la dépression. Les enfants autistes, on en reparlera un tout petit peu, c'est qu'ils ont spécifiquement des troubles de la sécrétion de la mélatonine. Et ils ont facilement une inversion complète du rythme jour-nuit. Il y a les enfants précoces. Les enfants précoces, c'est les enfants qui ont un avantage intellectuel. En fait, souvent, ils ont des QI très importants, mais au point de vue scolaire, c'est souvent la catastrophe. Et puis, bien sûr, il y a les enfants qui ont un handicap mental, moteur, neurosensoriel. Eux, ils n'apprécient pas les données en même temps. L'enfant aveugle, il n'a pas d'alternance bien naturelle du jour obscurité. L'enfant moteur qui a un déficit moteur, il ne bouge pas, donc il n'est pas suffisamment actif pour pouvoir dormir suffisamment longtemps. Les enfants qui ont des surdité, c'est pareil. Et puis il y a l'enfant épileptique qui a un sommeil qui est interrompu par des éveils dus à des crises épileptiques. C'est bon? Comment? Il y a des nourrissons qui rentrent, il y a des nourrissons qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, et il y a des nourrissons qu'on opère même très très jeunes des amygdales. Et qui sont des végétations aussi. Et des végétations. On commence généralement par les végétations. Et puis, ben voilà, donc il y a ça, et puis il y a toute une série d'enfants qui ont des déficits, mais bon, il y a 80% des enfants qui ont en situation de handicap qui ont des difficultés de sommeil, qui ont des insomnies. Mais la plupart du temps, c'est des troubles de l'installation du rythme jour-nuit. Alors, ben là, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas là-dessus. Donc, les troubles de l'installation du rythme jour-nuit. Alors, on peut avoir, dans ces troubles, vous avez eu les courses de l'adulte. Donc, on peut avoir un retard de phase. Là, vous avez la nuit. Là, c'est la journée. Donc, le retard de phase, c'est le sommeil qui est décalé, généralement de moins 2-3 heures, par rapport à l'heure habituelle d'endormissement de la population. Donc, ils s'endorment tard, ils se lèvent tard. Mais ces rythmes sont réguliers. Il y a l'avance de phase, ça c'est très rare, ça se voit chez les personnes âgées, où ils s'endorment à 20h ou même à 19h, mais à 4h du matin, ils sont réveillés. Ça c'est, plus on est vieux, plus on s'endort tôt et plus on se lève tôt. Donc ça, mais c'est des rythmes aussi qui sont réguliers, sauf dans une pathologie particulière, qui est très rare, on verra, qui est le smith-magénisme, où la mélatonine est sécrétée dans la journée et absente dans la nuit. Et puis, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle un syndrome hypernictéméral. Ils sont incapables de réguler, malgré les données en deux temps, leur horloge interne sur 24 heures, donc leur sommeil, ils font comme Michel Siffre, ils dérivent tous les jours, ils
sur un rythme 25 heures, 26 heures, même 27 heures. Donc ils dérivent leur sommeil tous les jours et ils ont des périodes où ils sont complètement insomniaques et des périodes où ils dorment complètement la journée, des périodes où ils s'endorment tard, etc., où ils s'endorment tôt. Et puis il y a toutes les périodes normales. Finalement, on peut avoir un trouble de l'air. C'est des enfants qui ont une opposition au coucher ou des pleurs au coucher, donc ils s'endorment tard et puis on les laisse dormir tard le matin. Et plus on les laisse dormir tard le matin, et plus ils auront des difficultés à s'endormir le soir, et ils vont avoir un retard de phase comme Julia. C'est des éveils nocturnes, comme l'enfant a mal dormi dans la nuit, et bien on lui fait rattraper son sommeil le matin. Et à ce moment-là, il va rentrer aussi dans le retard de phase. Il y a le coucher tardif qui peut conduire à un sommeil nocturne plus court et de moins bonne qualité et qui favoriserait l'exposition. Là, on explique ces difficultés de sommeil de l'enfant qui se couche tard dû à une exposition trop longue à la lumière du jour. Et donc, lumière du jour aux écrans. Et puis, il y a le problème de la fragilité parentale, des parents qui sont incapables de mettre des limites, donc ils ne donnent pas de rythme à l'enfant, parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils ont des difficultés de séparation, parce qu'ils ont des soucis, etc. Et ils sont incapables de donner des rythmes veille-sommeil réguliers, ils ont souvent eux-mêmes pas de rythme veille-sommeil régulier, et on voit commencer à apparaître chez le nouveau-né des études qui montrent que le donneur de temps maternel est un donneur de temps important et probablement en particulier à cause de l'élévation du co-sleeping, que l'heure du coucher de la mère est un donneur de temps capital et qu'une mère qui se couche après 21h va avoir un enfant qui va avoir des difficultés à installer son sommeil. On en reparlera au niveau du co-sleeping qui pose quand même un petit problème, enfin plusieurs petits problèmes. Et puis, très souvent, et ça se voit chez les jeunes enfants, mais ça se voit aussi chez l'adolescent qui se décale trop, on arrive au problème des rythmes complètement irréguliers, où on va dormir n'importe quand, à n'importe quelle heure, et où les rythmes ne vont jamais être les mêmes d'un jour à l'autre. Alors là, il y a deux agendas. Il y a l'agenda de Omae, qui a une mère qui est médicale et qui fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Elle a 12 mois, et vous voyez qu'Omae, donc là, c'est 8 heures, là, c'est 20 heures. Elle suit le rythme de sa mère, donc elle s'endort, elle est couchée, la flèche vers le bas, c'est couché, elle est couchée à minuit et demi. Là, elle dort bien, elle a une sieste de 10 à 12, elle a une sieste de 18h à 20h, et là, elle s'endort à minuit et demi. Elle a un éveil. Là, les siestes d'un jour à l'autre, il n'y a absolument aucune régularité, alors que normalement, sa sieste de fin de matinée et de début d'après-midi, et que normalement, on s'endort à 20h, à cet âge-là, même à 19h30. Donc vous voyez qu'elle n'a aucun rythme. Alors cette observation, elle est importante parce que cette maman, elle est séparée. Et c'est le papa qui la garde le week-end pendant certaines vacances. Et la grand-mère paternelle, elle a avalé une horloge. Donc dès qu'elle est en séjour chez la grand-mère paternelle, eh bien, elle se remet à un rythme tout à fait normal. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin assez tôt, qu'elle a sa sieste de fin de matinée, de début d'après-midi, qu'elle s'endort facilement le soir. Et ça, chez l'enfant, dès que vous redonnez des donneurs de temps, il se remet très vite à un rythme normal. Donc ça, c'est une notion importante. Parce que chez l'adulte, une fois que c'est installé, vous aurez des problèmes vraiment pour que l'enfant que l'adulte récupère un sommeil normal. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Là, on reverra, parce que je vous ferai plancher sur cette observation, mais là,
c'est une maman qui a eu, Gianni, qui a 18 mois, elle a eu cet enfant après 3 fausses couches. C'est une maman qui ne travaille pas. Et vous voyez, en noir, c'est les périodes de veille avec pleurs. Là, c'est les périodes de sommeil. Là, c'est les périodes de veille calme. Hein, et donc, vous voyez, là, il se réveille à 8 heures. Hein, il a des biberons, mais quand vous regardez bien sur l'agenda de sommeil, le biberon, lui, il est toujours à 6 heures du matin ou 7 heures du matin. Hein, et puis, il a son repas à midi. Et puis, il a son repas du soir à 19 heures. Hein, donc, le rythme des repas, ce n'est pas forcément un très bon donneur de temps. Hein, c'est un donneur de temps, mais c'est pas... Hein, et vous voyez qu'il s'endort à minuit et demi ou à 1 heure du matin et qu'il a surtout des tas d'éveil nocturne. Et puis qu'il se lève le matin entre 10 et midi et la mère, elle s'oblige à rester... Il dort dans le lit de la mère, bien sûr, et elle s'oblige à rester au lit jusqu'à 11h midi de façon à ce que l'enfant dorme. Parce que dès qu'elle sort du lit, hop, l'enfant, il termine son sommeil, donc il n'a pas de sommeil. Hein, donc c'est une mère qui est très anxieuse, qui fait absolument que son enfant dorme, et qui finalement arrive à faire n'importe quoi. Hein, donc je vous demanderai, quand on regardera les cas pour celui-ci, comment faire pour remettre un rythme en place. Hein, un rythme veille-sommeil en place. Et puis là, ça c'est une petite fille de 12 ans qui est aveugle, ça c'est pas une observation personnelle. Hein, donc vous voyez, elle est en libre cours, comme le chercheur dans sa grotte, qui n'a absolument aucun donneur de temps, puisqu'il lui manque le donneur de temps le plus puissant, qui est une alternance lumière dans la journée, obscurité dans la nuit. Donc elle dérive tout le temps, et vous savez que les enfants, les personnes aveugles ont beaucoup de difficultés de sommeil, et c'est souvent des rythmes de l'installation du rythme jour-nuit. Et là, c'est un petit garçon que j'ai vu. C'est un petit garçon qui a été opéré d'un gliome du chiasma, hein, qui lui a sûrement fusillé ses noyaux suprachiasmatiques et qui a probablement plus de mélatonine, mais on ne faisait pas des dosages de mélatonine et on n'avait pas encore, au point de vue du traitement, de la mélatonine. Donc ce petit garçon, ça c'est une actimétrie. Hein, donc vous voyez, bon, là c'est 8 heures, là c'est 20 heures, bon, c'est un double, hein, et là c'est 6 heures du matin. Donc vous voyez qu'il dort n'importe quand, il est actif n'importe quand, il n'a aucun rythme jour-nuit. Et sa mère était absolument épuisée parce qu'elle le retrouvait sur le lavabo, debout sur une chaise, en train d'ouvrir une fenêtre. Enfin, donc elle dormait plus du tout. Et chez cet enfant, on est arrivé, on n'avait pas de mélatonine, on est arrivé à remettre un rythme jour-nuit en renforçant tous les donneurs du temps. C'est-à-dire qu'on l'a obligé la mère, d'abord on peut se permettre chez ces enfants-là d'induire éventuellement un sommeil nocturne. Hein, donc on a induit un sommeil nocturne, je me souviens plus si c'était une cataracte ou autre chose. Hein, et on a réveillé l'enfant à heure régulière. Comme il n'était pas scolarisé puisqu'il était aveugle, il n'avait pas encore le droit d'aller à l'école des enfants aveugles, on a demandé à l'école de le prendre en récréation pour pouvoir être confronté à un donneur de temps social avec d'autres enfants. Donc il a été à 10 heures en récréation avec d'autres enfants, l'école qui n'était pas loin de chez lui. On a autorisé une sieste en tout début d'après-midi et tous les après-midi, on a dit à un moment de l'emmener à la piscine, de façon à ce qu'il joue dans l'eau, etc. Et comme ça, on est arrivé avec des donneurs de temps à remettre un cycle veille-sommeil régulier. Mais à partir de l'âge de 12 ans, il s'est complètement redésynchronisé et à ce moment-là, avec des troubles du comportement importants, et on n'a rien pu faire. Donc 50 à 80% des enfants qui ont des lésions cérébrales ont une anomalie de l'installation du rythme jour-nuit. Hein, parce qu'ils ont des anomalies au niveau des noyaux suprachiasmatiques, au niveau de la glande pinéale. Actuellement, on les traite avec de la mélatonine. C'est les enfants pour lesquels le traitement par mélatonine est indiqué.
Et oui. Comment? À quelle heure? Alors généralement c'est une demi-heure à 1 heure avant l'heure désirée du coucher, de l'endormissement du soir. Et à toute petite dose, commence par des toutes petites doses, 1 demi-milligramme ou 1 milligramme, parce qu'un excès de mélatonine peut avoir l'effet inverse. 1 demi-milligramme? Ouais. Donc nous on peut faire des préparations. Mais il va y avoir une forme pédiatrique du circadien. Mais le circadien chez les enfants déficitaires, on peut difficilement l'indiquer parce qu'on ne doit pas le croquer. Et c'est des enfants qui ont souvent des troubles de déglutition. Donc c'est des préparations qu'on peut faire. Et bon, chez l'adulte, il y a 17 à 50% des patients non-voyants qui ont un rythme en libre cours. Et là, ça paraît... Bon, l'actimétrie, c'est important parce que ça permet d'objectiver sur une longue période un trouble du rythme de 24 heures. C'est l'intérêt de l'actimétrie, mais on verra des actimétries. Donc là, vous voyez, c'est un enfant qui a une encéphalopathie d'étiologie inconnue, qui a une épilepsie, qui a un retard mental et qui a un déficit moteur. Il a tout pour avoir des grosses difficultés de sommeil, en particulier des troubles de l'installation du rythme journalier. Et là, vous voyez, ça c'est la nuit, entre les deux lignes rouges. C'est la nuit, donc avec des tas de difficultés veille, une mauvaise qualité de sommeil, une dérivation, un rythme en libre cours, parce que chez lui, sa mère est tellement fatiguée, elle n'amène pas de donneur de temps à cette maman. Et là, il a été hospitalisé. Donc le matin, on le réveillait. Et vous voyez que la qualité de sa nuit est bien meilleure. Et vous voyez qu'il dort plus. Alors, il est toujours peu actif dans la journée, mais il dort plus. Parce qu'à l'hôpital, il y a des donneurs de temps. Il déjeune à l'heure régulière, etc. Et d'ailleurs, les enfants qui sont institutionnalisés, ils dorment mieux que ceux qui sont adolescents. Parce que les mères elles sont déprimées, elles ont beaucoup de problèmes. Les enfants aussi. Et il y a dans les enfants en situation de handicap toute une série d'enfants de syndrome neurodégénératif d'origine génétique qui ont des troubles spécifiques du rythme veille-sommeil, avec des anomalies de la sécrétion de la mélatonine qui est trop faible, pour lequel il y a un pic différé ou inversé, et c'est le Smith Magenis en particulier. Le Smith Magenis, il est là, où la mélatonine est sécrétée dans la journée, elle est absente, il y a une absence de sécrétion dans la nuit. Donc c'est des enfants qui vont, c'était très rare quand même, c'est 1 sur 200 000 je crois. Ils vont s'endormir à 18 h ou même 17 h et ils vont être réveillés à 3 h du matin. Et bon, il y a tout un syndrome informatif spécifique. Et donc ces enfants, on bloque la mélatonine par des bêta-bloquants dans la journée et on donne de la mélatonine le soir pour essayer d'induire un sommeil nocturne. Il y a la trisomie 21. La trisomie 21, il y a un déficit. En plus, bon, ils sont beaucoup plus de syndrome d'apnée du sommeil, etc. Mais il y a aussi un trouble de la sécrétion de la mélatonine. Il y a le syndrome de Rett. Qui connaît le syndrome de Rett? C'est rare aussi. C'est des petites filles, c'est généralement des filles qui ont des stéréotypies très importantes, qui au début sont à peu près normales jusqu'à 6 mois, et qui après ont des grands troubles de l'appréhension, et puis un déficit qui devient très très important, et ces enfants aussi ont un déficit de la mélatonine, et dans ces cas-là, la mélatonine est quand même peu aidée. Et plus elles vieillissent, plus elles ont des troubles du rythme de l'installation du rythme jour-nuit. Il y a l'autisme, bien sûr,
Et il y a le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, dont on parlera. Il y a aussi le syndrome Marshall-Mann. C'est le bébé, comment on dit, le syndrome du bébé. Barbie. Du bébé qui rigole. Oui. Oui. En français, je ne me souviens plus comment on dit. Alors, les insomnies d'enfants d'âge scolaire, parce que ça continue à l'âge scolaire, mais c'est moins important que chez l'enfant de moins de 6 ans, ou de moins de 5 ans. Donc, il y a pourquoi, moi, les derniers temps, je voyais de plus en plus d'enfants de 6-7 ans qui ne savaient toujours pas s'endormir tout seuls et qui réveillaient leurs parents 1 à 2 fois dans la nuit pour se faire réendormir, parce qu'ils ne savaient pas faire. Parce qu'il y avait eu un conditionnement tout le temps, et de plus en plus. Donc, il ne sait pas, toujours pas s'endormir seul. Donc, comme quand il se réveille encore dans la nuit, il ne sait pas se rendormir seul. Et donc, il est obligé d'appeler ses parents parce que l'angoisse monte et il ne peut pas. L'enfant est un couche-tard, mais vous avez vu que finalement, le retard de phase, ça peut se voir à tous les âges, ça ne se voit pas. C'est spécifique à l'adolescent, mais ça peut se voir à tous les âges, et à ce moment-là, il y a un décalage des rythmes de lever et de coucher, en particulier les jours non scolaires, et bon, les jours scolaires, le soir, il est incapable de s'endormir, le matin, il est obligé de se réveiller, donc il va être fatigué dans la journée, mais vous allez voir actuellement que le syndrome de retard de phase, ça va apparaître de façon de plus en plus précoce avec le problème en particulier des écrans. Et ça, très souvent, les mères viennent en consultation en disant « mais docteur, il ne s'endort pas avant 10h30 ou 11h ». Et bon, la meilleure façon de dire, c'est, je leur disais souvent, mais couchez-le à 10h30 ou 11h. Parce que pour un enfant, c'est comme pour un adulte, il faut adapter quand un enfant n'arrive pas à s'endormir le soir, même chez le tout petit, c'est pour la prise en charge comportementale. Dans un premier temps, il faut qu'il associe qu'il associe son lit au fait de dormir et pas le fait d'être réveillé comme chez l'adulte. Donc dans un premier temps, il faut le coucher au moment où il est toujours endormi, puis après revenir progressivement en arrière, et puis surtout amener le donneur de temps qui est, bon, s'il se réveille à 10 heures, avancer progressivement l'heure du réveil. Il y a les insomnies d'endormissement par excès de stimulation, donc c'est la télévision, c'est les consoles de jeux dans la chambre, c'est une activité physique. Ça, c'est comme chez l'adulte, si vous faites une activité physique trop importante, trop tardive le soir, après 19h, ça peut vous empêcher de vous endormir. L'activité physique, ça se fait le matin ou en tout début d'après-midi, mais pas trop tard le soir, même chez des gens tout à fait normaux, parce que vous stimulez votre système d'éveil, et si votre système d'éveil est trop stimulé, vous n'arriverez pas à vous endormir, et là, on verra que c'est le problème des adolescents. Et puis, il y a la consommation, même chez préadolescents, de boissons stimulantes, et puis il y a le coucher trop tardif, vous vous couchez tard, je ne sais pas si vous avez fait des gardes, mais bon, moi quand j'ai fait une garde, je suis restée réveillée toute la nuit. Si le lendemain je ne me couche pas suffisamment tôt, là je n'arrive pas à m'endormir parce que mon système d'éveil est beaucoup trop stimulé et on n'arrive plus à s'endormir. Donc il ne faut pas louper le moment où on a sommeil. Et puis, il y a les enfants, bon, effectivement, et c'est à cet âge-là où on voit plus d'anxiété. C'est l'enfant anxieux, vulnérable, qui a peur du noir, qui associe son lit déjà au fait de ne pas dormir, c'est là où il faut faire très attention, qui a peur de faire des cauchemars, qui est aussi victime de petites illusions hypnagogiques. Quand vous endormez, hop, vous avez l'impression de tomber. Vous avez sûrement eu, vous aussi, vous endormez au moment de la période de l'endormissement, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, vous savez parfaitement bien qu'il n'y a personne dans la pièce, mais vous levez, vous allez éclairer pour vérifier.
Ça, c'est quand les enfants disent j'ai peur des voleurs, etc. Ou j'ai peur, il ne faut pas aller chasser le voleur au million sous le lit, parce que lui, il sait il sait très bien qu'il n'y a pas ni voleur, ni lion sous le lit, mais si les parents se mettent à quatre pattes et regardent dans les placards, c'est bien, tiens, après tout, pourquoi pas. Donc il faut être sûr et dire non, ça n'existe pas, etc. Tu es bien protégé, etc. Tout ça, c'est toutes ces petites illusions qui surviennent à l'endormissement et qui sont particulièrement importantes quand on a 4, 5 ans, 6 ans. Et puis, il peut s'agir surtout d'inquiétudes que l'enfant n'a pas verbalisées à propos de l'école ou dans la famille. Et ça, c'est là où la prise en charge psychologique, là, elle est importante. Elle est plus importante que la prise en charge comportementale, mais il y a les deux. Et puis, il y a l'enfant qui a un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, et qui est là, qui a vraiment une cause médicale, avec un syndrome d'impatience des membres inférieurs, avec qui s'associe à un syndrome de secousse des jambes qui rend le sommeil de très mauvaise qualité, ou qui a un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, oui, bon, là, je vous l'ai déjà montré. Alors, on évalue à 15 à 27% des enfants d'âge scolaire qui ont quand même des difficultés de sommeil. Ce qui est quand même relativement important. Alors, il y a quelquefois, mais ça se voit surtout chez l'enfant de 8 à 12 ans, c'est les parents qui surestiment les besoins de sommeil chez les enfants qui sont plutôt des courts dormeurs. Et à ce moment-là, ces parents disent, bon, mais il faut que tu dormes à 20 heures, s'il doit se lever à 8 heures, parce que les parents disent qu'il faut qu'il dorme 12 heures de sommeil par jour. Et à ce moment-là, si l'enfant est un long dormeur, il n'y a aucun problème, il s'endort facilement à 20 heures, et puis il ne va pas interrompre son sommeil, et puis il va se réveiller en pleine forme à 8 heures du matin. Mais si les besoins de sommeil sont que de 10 heures, et qu'il est plutôt couche-tôt, mais il va s'endormir facilement à 20 heures, et puis à 6 heures du matin, il va se réveiller. Ça arrive très souvent chez les nourrissons court dormeurs, ou les jeunes enfants court dormeurs, il s'endort à 19h30, et puis il est réveillé à 5 heures du matin. Mais s'il s'est endormi à 10h30, c'est plutôt un court dormeur, il a fait son temps de sommeil, et bien c'est normal qu'il se réveille à 5-6 heures du matin, mais c'est beaucoup trop tôt pour les parents. Mais lui, il est en pleine forme. Et puis, il y a la plupart du temps, c'est un enfant qui a besoin de 10 heures de sommeil, mais qui est plutôt couche-tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on le couche trop tôt par rapport à son besoin de sommeil, qu'est-ce qu'il fait? Il se tortille dans son lit, il n'arrive pas à dormir, il s'énerve, et finalement il va s'endormir plus tard que si on l'avait couché un tout petit peu plus tard. On l'aurait couché à 21h, il se serait endormi facilement. Là, à 22h, il est toujours en train de se retourner dans son lit pour chercher son sommeil. Et plus vous cherchez votre sommeil, et il y a des études chez les adultes qui sont intéressantes, où on a dit à un groupe d'adultes, vous devez vous endormir à telle heure et vous faites ce que vous voulez. Et ceux à qui on a dit, qui étaient des bons dormeurs, on a dit, il faut que vous dormiez à 20h, ou à 21h ou 22h, je ne me souviens plus, ils ne se sont pas endormis à 22h. Parce que, tandis que ceux à qui on disait, vous endormez quand vous en avez besoin, ils s'endormaient presque tous à 22h. Donc il y a un effet respecter le rythme de l'enfant, etc. Et puis il y a les petits malins. Alors les petits malins, ils ont besoin de 10 heures de sommeil, mais ils s'endorment facilement à 20 heures, ils vont dormir 6 heures de sommeil, et ils vont se réveiller à 2 heures du matin, ils vont rester réveillés 2 heures, puis ils vont se redormir et redormir 4 heures. Ça, c'est comme quand vous en avez ras-le-bol. Le soir, vous dites, je vais me coucher tôt. Vous êtes fatigué, vous vous endormez facilement, mais à 2 heures du matin, vous avez terminé votre sommeil, et vous n'avez plus le sommeil, vous avez un grand trou dans la nuit, et c'est pour ça que la réduction
la prise en charge comportementale des difficultés de sommeil, c'est quand les adultes disent j'arrive pas à m'endormir avant 2 heures, on dit madame, vous couchez à 2 heures du matin, puis je vous réveille à 6 heures, puis vous réveillez à 6 heures, puis après 2h30, etc. Hein? C'est exactement le même mécanisme. Donc, ça, et c'est pour ça que l'agenda de sommeil est absolument irremplaçable pour la prise en charge des difficultés de sommeil de l'enfant et du nourrisson. Alors, il est important de ne pas différer la prise en charge. Pourquoi? Parce qu'un enfant né à terme mauvais dormeur à 5 mois a 2 fois plus de risque d'être mauvais dormeur à 20 mois et à 56 mois. Ça, c'est une étude de Volk, qui est une étude importante, qui est déjà ancienne, sur 4227 enfants. Les difficultés de sommeil de l'enfant retentissent sur la qualité de vie des parents. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'ils sont plus souvent déprimés, ils sont plus souvent somnolents, ils ont plus d'accidents, ils sont plus souvent absents de leur travail. Ça, une mère ou un père qui a un enfant qui dort mal, il y a une répercussion sur la qualité de vie des parents qui est très très importante. Donc, il faut une prise en charge et il ne faut pas dire oh ben, à 3 ans ou à 4 ans, ça sera terminé. Parce qu'entre-temps, vous avez des mères qui se dépriment et plus elles sont déprimées, plus elles laissent aller et plus les interactions mère-enfant diminuent et plus il y a de problèmes. Et puis les enfants mauvais dormeurs dorment en moyenne 1 heure de moins que les bons dormeurs. Alors ce qu'il faut retenir, c'est, là on n'en a pas parlé de façon précise, mais c'est l'importance des relations parents-enfants. Et puis des donneurs de temps et de l'environnement dès la période néonatale, avec une bonne alternance lumière naturelle du jour, obscurité. On ouvre les volets chez le nouveau-né à heure régulière pour amener la lumière du jour. On commence à faire du bruit à heure régulière, mais on protège le sommeil de l'enfant en faisant attention qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'il dorme dans l'obscurité, qu'il n'y ait pas trop d'intervention dans la nuit. Pour les biberons et les alimentations nocturnes, de le faire de façon neutre, mais de bien donner les donneurs sociaux dans la journée et pas dans la nuit. C'est, bon, les insomnies des enfants et les troubles du rythme circadien, c'est étroitement lié. Et une mauvaise installation du rythme jour-nuit, ça entraîne un sommeil de mauvaise qualité et des éveils nocturnes. Et puis, le problème, c'est que c'est chez les enfants insomniaques, respecter des règles d'hygiène de sommeil très simples permet souvent une résolution en quelques jours des troubles, alors que chez l'adulte, bon, quand on a une insomnie installée, il faut se lever tôt pour avoir des résultats. Mais si l'enfant continue à mal dormir, donc ça c'est important, il faut rechercher quand même une cause médicale systématiquement. Il faut regarder la possibilité d'une douleur psychique, et elle doit toujours être recherchée au moindre doute. L'enfant et ses parents confiés à un psychothérapeute. Alors avant c'était très difficile. Là actuellement les parents acceptent beaucoup plus facilement une prise en charge psychothérapique dans les troubles du sommeil de l'enfant. Et bon, parce que la cause la plus fréquemment retrouvée des troubles du sommeil de l'enfant, c'est une cause qui est parentale, pas un enfant. Il y a troubles anxieux, déprimés, etc. Alors, quelle est la meilleure prévention des difficultés de sommeil du jeune enfant? D'abord, c'est de rassurer les parents. D'expliquer, mais je dirais pour les pédiatres, c'est presque une prise en charge dès la période néonatale. Et même quelquefois dès la grossesse, expliquer ce qu'est le sommeil, expliquer le sommeil agité. On essayera de mettre en route ce sommeil, cet enfant qui, dans son sommeil agité, rigole et sourit. Expliquer l'organisation du sommeil du bébé, insister pour qu'il protège et respecte les besoins en sommeil et les inciter à donner des donneurs de temps dès les premiers jours
à favoriser l'installation du rythme de 24 heures en insistant sur l'alternance jour-nuit pour la lumière et les comportements maternels. Ça, c'est important. Il faut favoriser les capacités d'auto-apaisement de l'enfant. Et à partir de 3-4 mois, apprendre à l'enfant, ou tout au moins à la mère, de laisser l'enfant relativement indépendant. C'est l'enfant, c'est la mère qui est dépendante de l'enfant, et il faut que cet enfant acquiert à partir de 3-4 mois une certaine indépendance vis-à-vis de sa mère pour bien dormir. Donc à partir de 3-4 mois, il va falloir favoriser les capacités d'auto-apaisement du bébé des toutes premières semaines de vie. Et un temps suffisant, il y a des études qui commencent à apparaître, consacrées à la prévention des troubles du sommeil dans le premier mois, en expliquant aux mères ce qu'est le sommeil agité, ce qu'est le sommeil calme, que les pleurs du nouveau-né c'est normal, qu'ils ne sont pas pathologiques, que l'enfant, après avoir fait un examen bien sûr, a réduit de 75% les cas d'insomnie du jeune enfant. Donc ça serait bien qu'il puisse y avoir très très vite une prévention de ces difficultés de sommeil. Alors comment faire? Alors chez l'enfant, bon, vous savez, nous en France, on a donné des tonnes de Théralène, des tonnes de... Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait Théralène, il y avait le Fénergan. Le Fénergan et Théralène, et actuellement, bon, les parents ont quand même compris. Mais moi, j'ai un avantage, c'est que bon, quand ils viennent à la consultation, ils venaient à la consultation de sommeil, c'est qu'ils avaient déjà eu du Théralène, c'est qu'ils avaient déjà du Fénergan et que bon, ça n'avait pas fait grand-chose. Donc, j'avais pas de problème. Et j'ai rarement fait une ordonnance. Ça m'est arrivé dans certains cas où la mère allait balancer l'enfant par la fenêtre. Bon, vraiment, c'était... mais bon, ils peuvent avoir un effet paradoxal. Quand vous donnez à un chien un somnifère, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond et il s'agite jusqu'au moment où le somnifère a perdu de son effet. Mais l'enfant, c'est pareil. Vous, quand vous prenez un somnifère, vous êtes bien content de vous sentir vous endormir, tandis que l'enfant, lui, c'est pas ce qu'il recherche. Donc il s'agite. Donc c'est un petit peu l'effet paradoxal. Et puis, alors, ils ne doivent jamais être prescrits en première intention. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et généralement, jamais avant l'âge d'1 an, même de 2 ans. Cette prescription doit toujours être accompagnée d'une prise en charge comportementale et ou psychologique. Et ils ne devraient jamais être prescrits. Ils sont parfois justifiés chez l'enfant porteur de handicap. Actuellement, c'est presque la seule indication des Atarax et des autres somnifères, mais il n'y en a aucun qui ont l'autorisation en France pour de prescription pour les enfants, mais c'est des enfants en situation de handicap où on essaye d'induire un sommeil nocturne, mais actuellement, on prescrit plutôt de la mélatonine avec des doses de départ très très faibles, et il ne faudrait jamais dépasser la dose de 5-6 mg chez l'enfant parce que ça peut avoir un effet inverse. On va continuer. Je crois que je vais trop vite finalement. Que faire? Donc, dans les premières semaines de vie, il faut laisser l'enfant trouver son rythme. Ça, c'est important. Bon, il a un rythme de 3-4 heures, il se réveille. On essaye de ne pas trop intervenir trop vite. Donc, il faut respecter les phases de sommeil agité. Ces phases de sommeil agité, il peut y avoir des petits éveils qui font partie du sommeil agité. L'enfant sourit, mais il peut rire exceptionnellement, mais il peut pleurer pendant 1 minute, 2 minutes, et puis se rendormir. Si vous intervenez trop fort et trop vite, vous allez lui apprendre à se réveiller complètement et vous allez interrompre son sommeil. Donc ne pas intervenir trop vite, mais ne pas laisser pleurer trop longtemps parce que vous allez avoir un enfant d'abord qui a besoin d'être nourri, qui a besoin du contact maternel, donc ça c'est important, de faire sur l'enfant, et donc il ne faut pas qu'il rentre dans des pleurs
parce que là, les mères, c'est souvent ou tout, ou trop, ou pas assez. Donc on laisse pleurer l'enfant et on va faire une prise en charge comportementale en laissant pleurer 5 minutes, puis 10 minutes, comme ça dès la période néonatale, qui est une véritable aberration. Donc il faut être très très prudent là-dessus, parce que vous avez une augmentation du cortisol, et non, l'enfant il doit être pris assez vite, il doit être nourri assez vite, mais pas trop quand même. Favoriser l'installation du rythme journée, avec l'alternance par la lumière naturelle et le comportement maternel, vont faire une différence. À partir de 3-4 mois, il faudrait prévenir les difficultés de sommeil en favorisant, bien sûr, mais ça c'est dès la période néonatale, en favorisant l'endormissement dans le berceau. Ça serait important. C'est de coucher progressivement l'enfant encore réveillé, après une période à biberon ou un sein. Bon, il a une période d'éveil calme, c'est le moment où il doit dormir, on le couche encore réveillé dans son lit de façon à ce qu'il apprenne progressivement à s'endormir seul dans son lit. Ça, c'est une notion qui est importante. Et en supprimant progressivement la proximité entre alimentation et endormissement. Alors pourquoi les enfants au biberon finalement s'endorment plus facilement et dorment plus facilement? Moi je pense qu'il y a une part d'explication, c'est que quand ils sont nourris au biberon, ils ont besoin de faire le rot. Donc le rot, on les réveille, on leur tape dans le dos, etc. Pour qu'ils fassent leur rot. Et donc ils ont peut-être plus de chances d'être couchés encore réveillés dans leur lit qu'endormis. L'enfant il s'endort au sein, il est couché endormi dans son lit, il est plus grand quand on vient à le coucher endormi dans son lit, etc. Petite pause peut-être. Peut-être une petite pause. Ah, la petite pause, effectivement, puis après alors après 6 mois, prendre en compte la plaine des parents. Ça c'est important. Et pas leur dire, madame, à 3 ans, il va bien dormir. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est écouter, rassurer les parents et l'enfant. Mais souvent l'enfant, mais la consultation de sommeil, ça se fait avec les parents, si possible les 2 parents, et l'enfant. Ça, je crois que ça, c'est important. Parce que l'enfant, souvent, il entend la plainte des parents. Même tout petit, il l'entend. Et les mères, souvent, elles se mettent à pleurer parce qu'elles sont complètement déprimées. Elles sont vraiment très fatiguées, elles se mettent à pleurer alors que jusqu'à maintenant elles ont fait front, mais au moment où elles en parlent, elles pleurent. Et moi j'adorais les voir à 3 ans et demi parce qu'ils regardaient leur mère comme ça, avec l'air de dire mais il faudrait peut-être que j'arrête parce que je vais un petit peu trop fort. Et vraiment ils entendent tout, et même les tout petits de 9 mois ils s'arrêtent de jouer quand on parle de leur sommeil. Ils écoutent. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, rassurer les parents surtout et l'enfant. Mais souvent, l'enfant, il n'a pas besoin d'être rassuré. Évaluer la durée et les besoins de sommeil et intervenir chez l'enfant plus grand sur le rythme du sieste. Ça, c'est important. Parce que d'un enfant qui va trop dormir dans la journée, il va mal s'endormir le soir. Rechercher certaines circonstances qui ont favorisé l'apparition d'un mauvais sommeil. Rechercher tout le temps les antécédents familiaux néonataux, les difficultés et anxiété parentale et éliminer une cause organique. Plus tard, c'est réorganiser le sommeil de jour, réveiller l'enfant progressivement à l'heure fixe et pas trop tardive. Ça, c'est important. Donc, le matin, on ouvre les volets, on commence à faire du bruit. Chez l'enfant de 18 mois, ou même un peu plus petit, on ouvre les volets, on amène la lumière du jour, on fait du bruit, de façon à ce qu'il se réveille progressivement à heure régulière. Instituer un rituel du coucher. Là, tout le monde dit l'importance du rituel du coucher. On amène l'enfant dans sa chambre. On raconte, on le fait au lit de l'enfant, et pas en bas, dans le salon, parce qu'après on lui dit bon, on raconte une histoire, on est bien, ton papa et maman, puis après on dit hop, au lit, il y a une frustration qui est évidente.
Non, on emmène l'enfant dans sa chambre, on prend 5 à 10 minutes pour faire un rituel du coucher. Chez le tout petit, on chante une chanson, chez le plus grand, on raconte une histoire. Chez l'enfant plus grand, on prend un moment pour discuter de ce qu'on va faire le lendemain, de ce qu'on a fait dans la journée, etc. Mais on prend 10 minutes, un quart d'heure au maximum. Mais il faut savoir mettre des petites limites pour ce rituel du coucher. Et on voit des différences au niveau des temps de sommeil, de la qualité du sommeil, entre enfants qui ont un rituel du coucher et des enfants qui... Et bien c'est là où on va aller coucher plus tard. Il faut repérer, c'est là où l'agenda de sommeil est absolument indispensable. Éviter chez l'enfant plus jeune de... Bon, mais laisser l'enfant s'endormir seul, favoriser un objet transitionnel. Il y a des enfants qui n'ont pas d'objet, de doudou, etc. Mais l'objet transitionnel, ça fait la transition entre le fait qu'on a quitté maman ou papa, qu'on est toute seule dans son lit, encore réveillée, et qu'on va s'endormir. Et bien le nounou et tout ça, ça permet d'aménager cet espace, de rassurer l'enfant et de faciliter l'endormissement. Éviter de... Souvent, à 9 mois, ils peuvent avoir une période de pleurs qui est l'équivalent d'une toute petite erreur nocturne en première partie de nuit. Si vous le sortez immédiatement du lit et qu'il est bien réveillé, que vous lui faites le tour de la maison en disant, tu vois, c'est la nuit, le chat dort, papa dort, etc. Lui, il va trouver que c'est absolument merveilleux. Il a eu un petit éveil et puis il a sa maman à côté qui lui raconte des jolies histoires de lune et de soleil. Bon, il va recommencer. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de sortir de son lit, rester neutre, mettre la main sur lui et ne rien dire. Et puis, supprimer les conditionnements alimentaires et les alimentations nocturnes et amener des limites. Ça, c'est savoir dire non de façon ferme. Et ça, les mamans déprimées, les mamans trop anxieuses ne savent pas. Et il y a de plus en plus de papas qui n'amènent pas de limites, qui ne donnent pas de limites. Parce que le papa, c'est aussi un petit peu son rôle de par excitation, de protéger la mère, de dire « et c'est moi, je commande un tout petit peu et je dis tu vas au lit, etc. » Apporter à l'enfant et à ses parents, bien sûr, un soutien psychologique et bien sûr, et traiter éventuellement une cause organique. Et voilà Julia. Voilà Julia, avant et après prise en charge comportementale. Donc vous voyez, Julia, 6 mois plus tard, elle s'endort, on a insisté sur le 21h, donc elle s'endort à 21h, sauf que les parents n'ont pas bien compris encore le week-end. Elle fait encore la fête avec papa et maman, donc elle va se lever tard. Elle dort très très longtemps encore. Là, elle s'endort, elle se lève à 10h, là à 9h30, elle encore, c'est une très bonne dormeuse. Elle fait plus de sieste parce qu'on a progressivement manipulé les siestes, elle raccourcit les siestes, etc. Donc elle fait plus de sieste, donc elle s'endort plus tôt, mais elle a 3 ans, elle va rentrer en septembre. Bon, c'est... je recommence là. L'école, donc elle va être obligée de se réveiller à 8h au plus tard, là. Donc ça, elle va refaire une sieste en début d'après-midi, mais il faudra faire attention que la sieste soit en tout début d'après-midi et pas trop importante, de façon à ce qu'elle puisse s'endormir le soir facilement. Très bien. On va faire une pause, et puis après on verra l'histoire de Robert.